mon écran pour démarrer. Est-ce que je crois qu'il faut, je vais essayer de partager mon écran et si je n'y arrive pas, voilà, il faut que tu m'autorises en fait à partager mon écran. Je crois que si tu cliques sur ma vignette et tu m'autorises à partager. Yes, j'arrive. Je crois que c'est bon. Oui, c'est bon. Alors, c'est parti. Hop. Donc, normalement, tout le monde voit mon écran. C'est bon, Anna? Est-ce que vous voyez la slide avec le T de… Ouais. Ouais, je coupe ton micro. Pardon? Tu coupes ton micro. Ok, super. Bien. Alors, premier sujet. Donc, identité et stratégie de marque, la mécanique cartésienne en marketing. Donc déjà, je vous donne un exemple d'une marque, hein, parmi d'autres. Je crois que c'est un opérateur télécom. Pour moi, la marque, c'est l'ensemble des expériences vécues par un public, par une cible, sur tous les points de contact. Et pour moi, la notion d'expérience est fondamentale. Donc, une marque ne se réduit pas à un nom et à un logo, mais plutôt à toutes les expériences qu'on peut vivre au travers de cette marque. Pour moi, la marque, en fait, est une trilogie. C'est-à-dire que toute entreprise qui commence à avoir plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de salariés, etc., doit se questionner sur un triptyque de marques, à savoir la marque produit, comme par exemple pour Nutella, où on va avoir sa marque produit, donc toutes les communications qui vont tourner autour du produit qu'on consomme. Mais il va y avoir aussi la marque employeur, où là, l'enjeu, c'est d'attirer et de fidéliser les talents chez la société, chez le groupe Ferrero, pour toutes ces milliers de personnes qui travaillent pour la marque. Et puis, on a la marque sociétale sur le sujet RSE, donc où là, on va véhiculer à travers cette marque toutes les dimensions sociales, économiques et écologiques portées par l'entreprise en tant qu'organisation. Et j'ai pris volontairement l'exemple de Nutella parce que Nutella se fait régulièrement allumer par Greenpeace ou d'autres ONG par rapport à la composition même du produit et à ce que ça demande. Ça demande de la déforestation. Ça a un impact sur certains primates dans certains coins du monde où effectivement par rapport à l'huile de palme, ça fait énormément de dégâts. Donc ça parle de l'environnement, donc de la marque sociétale. Et quand on a une marque sociétale qui se dégrade, on a potentiellement une marque employeur qui se dégrade et une marque produit qui se dégrade. Lorsque Greenpeace a attaqué Nutella, il y a eu une chute assez significative des ventes partout dans le monde de Nutella en grande distrie, en GMS. Donc moi j'ai créé Inopégazie il y a 8 ans et notamment pour nommer en fait des marques. Et voici quelques exemples de noms de marques qui ont été créés avec une méthodologie. Donc je vais pas m'étaler là, je le ferai lors de la formation. Voilà, une méthodologie très construite, hein, qui mélange marketing, créativité et juridique, puisque j'ai des compétences assez similaires à celles d'un juriste, notamment en février dernier où je me suis formé au niveau expert en droit des marques auprès de l'INPI. Alors, avant de parler de marque, il y a une question, c'est comment construire l'identité de l'organisation. Alors, pour moi, ça demande un socle identitaire qui permet de développer ensuite toute la communication interne et externe. Donc, on va travailler, en fait, pour moi, hein, quand on travaille avec nos clients, on travaille sur des choses essentielles qui sont la vision, les valeurs, les missions et les ambitions. Alors la vision, je vais vous donner en fait des exemples à chaque fois pour que ce soit parlant. Je vous montre l'évolution à travers l'évolution de l'identité de marque de Michelin et de la SNCF. En fait, la vision, c'est la direction que vous voulez donner à votre entreprise. C'est un peu une carte, une image mentale de ce que sera ou pourra être le futur. C'est la raison d'être de votre organisation, c'est le sens, dans tous les sens du mot, la direction que vous donnez, le rêve à poursuivre.
Donc là, ça induit tout un tas de sujets que Anna pourra explorer derrière sur le sujet du leadership, sur le sujet des modèles de gouvernance, du management, de l'organisation. Et donc, avec la vision, on répond à la question pourquoi. Je reprends les termes de Simon Sinek. Les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites. Steve Jobs avait compris ça et avait bien réussi ça parce que dans sa communication, il ne parlait pas du produit. Il partageait sa vision du monde qui était de penser différemment. Demain, Steve Jobs, demain, Apple pourrait vendre des fruits et des légumes, des voitures ou des médicaments. On aurait toujours Think Different derrière. Une vision peut être partagée par plusieurs personnes ou entreprises dans un large écosystème. Ce qui est singulier à la vision, c'est que c'est quelque chose qui est plus grand que soi. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir une vision qui est partagée par des entreprises qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait nous. On ne vend pas la même chose. C'est pour ça que je vous ai mis la SNCF et Michelin, parce que c'est très intéressant. En fait, la SNCF et les frères Michelin ont quasiment la même vision, puisqu'en gros, les frères Michelin avaient pour vision de contribuer à un monde où on peut se déplacer, se mouvoir d'un point A à un point B en toute sécurité. Et la SNCF, la vision de la SNCF est assez similaire, avec en plus la notion familiale, etc. Alors que sur la mission, sur le comment, on est sur des missions totalement différentes. D'un côté, la mise en place de réseaux ferroviaires et mise en place de trains, et de l'autre, proposer des gammes de pneus qui vont être compatibles avec tous les climats, toutes les conditions météorologiques et tout type de véhicules. Donc, les questions à se poser, c'est que souhaitez-vous voir de plus ou voir de moins dans le monde? À quel monde vous souhaitez appartenir? Que voulez-vous créer dans ce monde grâce à votre entreprise et qui ait un impact au-delà de votre entreprise? Voilà. La mission, non, les valeurs, avant de parler de la mission, les valeurs, c'est ce qui permet de fédérer les équipes entre elles et ça demande effectivement, encore une fois, une incarnation par les leaders, l'équipe dirigeante. À quoi ça sert d'avoir des valeurs? Ça permet l'autonomie de toutes les personnes qui travaillent dans l'entreprise. Ça permet la responsabilisation de chacun. Ça pose un cadre, en fait. Et c'est un terreau indispensable à l'homogénéité dans la diversité des talents. Souvent, on fait des séminaires pour créer des valeurs, etc., avec toute l'entreprise ou une partie des équipes. Et c'est quelque chose de très fédérateur. Et après, on grave dans le marbre des valeurs et on les revisite. Moi, j'aime bien dire que les valeurs, c'est quelque chose qui peut se revisiter tous les 5 à 10 ans, idéalement tous les 5 ans, alors que la vision, c'est quelque chose de beaucoup plus long-termiste. Et en même temps, c'est quelque chose de très central, les valeurs. Si je prends une décision, je suis salarié d'une entreprise, pourquoi ça me responsabilise et ça me rend autonome? Parce que si je prends une décision en accord avec les valeurs, ce sera une bonne décision, que ce soit un succès ou un échec. Ça veut dire que c'est là où le modèle de gouvernance et leadership est important. Ça veut dire que le prérequis, c'est dans l'entreprise, on a le droit à l'erreur. À partir du moment où je prends une décision en accord avec les valeurs et que je l'explique, j'ai le droit de me tromper. Derrière, on va partager les expériences. Voilà, j'ai essayé ça, je me suis planté, donc je fais partager à tout le monde. Ça, je trouve ça intéressant. Je mesure l'impact des décisions que j'ai prises en autonomie. Une entreprise qui fonctionne comme ça libère un temps considérable aux managers et aux dirigeants. Et c'est une expérience qui fait grandir chacun et qui fait grandir l'organisation. Alors, je vous ai donné 2 exemples pour moi qui ont des territoires de marque qui sont vraiment similaires. Je les compare très souvent dans l'agroalimentaire avec Michel Augustin et la marque Innocent. On est chez Michel Augustin, on est sur des produits salés sucrés de pâtisserie. Quand on rentre chez Michel Augustin, on nous propose de passer notre CAP de pâtissier. Je trouve ça très original. Il y a un sentiment d'appartenance qui est très fort chez Michel Augustin. Il y a beaucoup de joie, beaucoup d'humour. Et c'est la passerelle avec la marque Innocent, où effectivement, là aussi, un capital sympathie très fort, beaucoup d'humour. On montre moins les collaborateurs chez Innocent, mais par contre, on a une marque qui est quand même similaire avec beaucoup de couleurs, de pétillance, de joie. Et donc, on a vraiment des territoires de marque très proches.
Alors moi, je vous conseille dans une entreprise d'avoir entre 5 et 7 valeurs clés qui prennent la forme de noms, de verbes ou de phrases. Alors les missions. La mission, ça exprime ce que votre entreprise va faire de manière unique pour contribuer à la réalisation de la vision. Je vous disais tout à l'heure, Michelin SNCF, une vision commune, des missions différentes. Là, je prends l'exemple de La Vie Claire. On est dans le domaine de produits bio, épicerie bio. Donc, c'est à titre d'exemple. Autant la vision peut être partagée par plusieurs personnes, la mission, elle est unique, elle est singulière et elle est spécifique à votre entreprise. C'est là où le marketing intervient par rapport à la notion de valeur ajoutée exclusive, ce qu'on appelle la VAE, la valeur ajoutée exclusive. C'est vrai pour les entreprises, c'est vrai pour les individus avec les talents. Donc là, on répond à la question comment. Comment je m'y prends pour répondre à la vision. Ça définit donc la valeur ajoutée. Et pour vous aider à clarifier la mission, vous pouvez vous poser les questions suivantes. Quelle est la contribution unique de mon entreprise pour que ma vision se réalise? Quels sont les cadeaux spéciaux, les ressources, les capacités, les actions, les talents en ressources humaines que je réunis pour réussir ça? Et qu'est-ce que mon entreprise apporte d'unique pour accomplir la vision? Donc, exemple de mission, Airbnb, qui a pour mission de proposer le plus large catalogue de lieux de vie en location ponctuelle chez l'habitant. Et enfin, les ambitions. Donc, j'ai choisi la marque Nintendo. On est dans l'univers du jeu vidéo, donc plutôt pour les enfants, les ados, mais aussi les grands-enfants. Hein. Il y a beaucoup de trentenaires, de cadras qui jouent. Alors, au niveau des ambitions, c'est très intéressant de se poser la question. C'est souvent un sujet qu'on écarte, qu'on oublie, une fois qu'on a bossé sur la vision, les valeurs et les missions. Il y a une vision, il y a des missions et il y a des ambitions. L'ambition, elle est au niveau individuel et elle est au niveau organisation. En fait, c'est très important quand on est dirigeant de se poser la question, quelle est mon ambition, quelles sont mes ambitions pour moi avec mon entreprise? Quel genre de vie j'ai envie de me créer grâce à l'entreprise? Quel genre de statut ou de réalisation j'ai envie d'obtenir? Est-ce que j'ai envie de devenir un modèle de dirigeant, de manager? Est-ce que j'ai envie d'avoir un impact sociétal grâce à mon entreprise? Est-ce que j'ai envie d'être aimé en tant que dirigeant, etc. Qu'est-ce que j'ai envie d'ajouter sur ma pierre tombale en tant que dirigeant? Voilà. Et pour l'entreprise, c'est quel genre d'entreprise on veut créer? Et puis, c'est aussi économique, bien évidemment. C'est est-ce qu'on veut devenir leader? Est-ce qu'on veut devenir numéro un en nombre de produits vendus, en chiffre d'affaires, en nombre de salariés? Quels résultats concrets, hein? Quelle image j'ai envie de laisser avec cette entreprise? Quelle réalisation j'ai envie de mettre en œuvre grâce à cette entreprise? Ce qu'il y a je trouve, de très puissant dans une entreprise, ce qui est vraiment génial, c'est quand ça se passe bien, ce qui est malheureusement pas toujours le cas. Quand ça se passe bien, c'est d'avoir la puissance de l'intelligence collective opérée. C'est-à-dire de se rendre compte qu'effectivement, quand on met autour d'une table des esprits variés, des intelligences multiples, et que ce soit dans tous les talents, qu'on est capable de déplacer des montagnes. Et ça, c'est vraiment assez extraordinaire. Et on peut avoir des ambitions extrêmement élevées avec une entreprise qui sont impossibles à mettre en œuvre quand on est tout seul. Alors, exemple d'ambition pour Boeing. Pour Boeing, l'ambition, c'était de devenir le leader mondial dans le secteur aéronautique, aérospatial et défense. C'est toujours une des ambitions de Boeing. J'espère que vous allez bien. Je parle peut-être un peu vite, mais c'est parce que le temps passe. Il me reste une petite dizaine de minutes. Bon, on passe au deuxième chapitre. Maintenant, on va parler d'identité et de physique quantique. Donc là, je switch, je change de casquette, j'enlève ma casquette de marketeur et je prends ma casquette de savant fou, puisqu'effectivement, depuis 2 ans, je suis un explorateur, un chercheur en physique quantique. Alors, j'ai fait des découvertes quand même assez étonnantes. Alors, je vous partage vraiment des concepts de façon très rapide et très essentielle. Excusez-moi. L'objectif, en fait, pour moi, c'est que vous puissiez demain intégrer la réalité quantique au service de votre identité d'entreprise, de votre marque. Alors, la physique quantique, en fait, pour parler simplement, c'est la science qui étudie l'infiniment petit,
là où l'astrophysique étudie l'infiniment grand. Alors, quelques principes impressionnants. Par exemple, le principe en fait d'intrication, voilà, avec polarité. Dans l'infiniment petit, en fait, lorsque vous observez, que vous manipulez en fait des particules, lorsqu'elles étaient proches, si vous les séparez, et même on l'a testé, les humains l'ont testé à plusieurs kilomètres vraiment de distance, elles sont toujours connectées par polarité. C'est-à-dire que si vous déplacez une particule, l'autre s'immobilise. Si vous la chauffez, l'autre refroidit, etc. Donc, non seulement il y a une intrication, donc elles sont liées sans limite de distance. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans le vide qui n'est pas vide. On appelle ça parfois l'éther. Et on a même un phénomène assez étonnant qui est un phénomène d'ubiquité. Donc, voilà, c'est troublant puisqu'en fait, une particule peut être à la fois ici et à la fois là-bas. Et donc, pour moi, ce qui est évident, ça nous dit qu'on est tous connectés les uns aux autres sans limite d'espace, puisqu'en fait, ce dont on parle là, c'est ce dont on est fait, puisqu'en fait, nous sommes faits de molécules, d'atomes, et de façon subatomique, donc sous l'échelle de l'atome, on est à l'échelle de Planck, donc à l'échelle quantique, et toutes ces particules-là, qui sont essentiellement présentes dans du vide. Nous sommes essentiellement faits de vide. L'univers est à 99% fait de vide. Selon les astrophysiciens, c'est entre 80 et 99%. Donc, nous sommes essentiellement faits de vide et d'eau. Donc, ce qui est étonnant, c'est effectivement, à l'échelle de l'infiniment petit, nous sommes tous connectés les uns aux autres. Il y a le changement d'état par observation. Alors, Niels Bohr, qui était un des pères de la physique quantique, disait « Le bon sens qui voudrait que les objets existent de manière objective indépendamment de notre observation, devient obsolète lorsqu'on considère la physique quantique. » Alors, pourquoi dit-il ça ? Tout simplement parce que à l'échelle quantique, quand vous observez l'énergie, vous avez une transformation de l'énergie d'un état baryonique à un état ondulatoire. L'état baryonique, c'est l'état particulier. Par exemple, les protons, les neutrons, c'est ce qui crée la matière. C'est ce qui crée, par exemple, ce stylo. Ce stylo est à l'état baryonique. Okay, mais ce qui est étonnant, c'est que quand on observe selon le protocole d'observation, eh bien, on va observer que l'énergie a une conscience. C'est-à-dire que quand on a un protocole d'observation, à partir du moment où on commence à observer pour manipuler l'énergie et qu'elle est à l'état particulier, automatiquement, elle va switcher et elle va passer à un état ondulatoire. Donc, les particules disparaissent. On est obligé de changer d'outil pour observer et l'énergie est toujours là, mais sous forme vibratoire, sous forme d'onde. Si on crée un protocole scientifique où on veut manipuler sans observer, l'énergie reste à l'état baryonique. Donc, pour moi, l'énergie a une conscience. Alors, pour moi, puis pour d'autres, pour des grands scientifiques, grands physiciens quantiques. Il y a enfin Nassim Haramein, qui est un physicien autodidacte qui travaille depuis plus de 30 ans sur la science réunifiée, donc fait des liens entre physique quantique et d'autres sujets. Et en fait, dans ce qu'il partage, il y a notamment il est très controversé, mais néanmoins, il y a des grands scientifiques qui le soutiennent, et notamment dans le calcul du volume d'un proton et de la masse d'un proton. Ça n'avait pas été calculé jusque-là. Je crois que c'est le laboratoire de sciences physiques de l'université de Stanford qui a essayé de faire des mesures aussi avec toute une équipe et qui est arrivé au même résultat, mais avec un niveau de précision beaucoup moins important que Nassim. Et donc, lui, il est arrivé à une conclusion assez bluffante, c'est que pour lui, il arrive à ce que j'appelle une aberration mathématique. Il y a autant d'énergie dans un proton, donc dans une toute petite particule sous la taille d'un atome, il y a autant d'énergie dans un proton que dans le trou noir qui est le plus proche de notre galaxie, qui est Cygnus X1, je crois, voire même dans tout l'univers. Donc, ça veut dire que dans l'infiniment petit, dans la plus petite particule de votre corps, dans l'infiniment petit, dans une particule, vous avez tout. Ça, c'est pour moi une aberration. Et donc là, je fais une petite transition puisqu'on va parler de magie. Et je vais finir sur ce troisième petit point. Naming et magie. Donc en fait, la réalité, en fait, elle est ni cartésienne, ni énergétique. Elle est les deux à la fois.
elle est quantique. Le terme égrégore et le terme magie, eh bien, écoutez, je vais vous le définir avec tout simplement Wikipédia. Wikipédia qui nous dit un égrégore, c'est un concept qui désigne un esprit de groupe constitué par l'agrégation des intentions, des énergies et des désirs de plusieurs individus qui sont unis dans un but défini. OK ? Donc, des égrégores, il y en a plein. Et là, je vous montre une image qui représente un égrégore. Et en fait, il n'y a même pas le nom de la marque que vous avez probablement tous et toutes reconnu, Coca-Cola. Ça, c'est la force en fait des égrégores dans leur traduction visuelle graphique. Et là, je vous montre des exemples pour vous montrer que c'est très, très concret, un égrégore. Donc, vous avez par exemple ici donc des plus jeunes aux plus anciens, des plus petits aux plus immenses supporters de foot, une équipe de médecins, un service RH, l'égrégore des femmes, le Vatican, un salon, par exemple le salon de l'agriculture ou le CES aux États-Unis, la religion, le sport, la politique, une entreprise, une famille, toute organisation forme un égrégore. Je vous ai montré des exemples en images. Donc, un égrégore, c'est quelque chose d'invisible, tout comme tout plein de choses qu'on connaît, en fait, le Wi-Fi, les micro-ondes, les ondes qui sont présentes dans la lumière, la musique, les ondes de votre téléphone portable, tout ce que vous ne voyez pas à l'œil nu, les bactéries, les virus, les atomes, la Covid, tout ça, en fait, on ne le voit pas, mais pourtant, c'est présent. Et l'égrégore, c'est pareil. Un égrégore meurt lorsqu'il n'est plus nourri. C'est un peu comme dans Peter Pan ou dans des films du Père Noël, où on dit, par exemple, si vous ne croyez pas aux fées, elles meurent. À chaque fois qu'un enfant arrête de croire au Père Noël, le Père Noël commence à mourir. À chaque fois qu'un enfant arrête de croire aux fées, une fée meurt. Et un égrégore, c'est très étonnant, ça s'active avec un nom, un signe, une formule dite ou pensée. Par exemple, dans la religion chrétienne, vous avez la prière « Je vous salue Marie » ou alors vous avez les formules magiques chez Harry Potter. Ça fonctionne de la même manière. Je vais vous montrer et je vais conclure parce que je déborde un tout petit peu de 2 minutes. Donc, je vais conclure. Je vous montre des exemples concrets. Là, vous avez des égrégores et vous avez des marques et c'est la même chose. En fait, le nom d'un égrégore, c'est le nom de la marque. Le signe de l'égrégore, historiquement, en magie, quand vous vouliez créer en fait un signe, vous aviez un tableau avec des lettres et des chiffres, et en fait, vous choisissiez le nom, et en fait, vous faisiez des lignes entre les lettres. Par exemple, si c'est, je ne sais pas, si on prend Apple, on prend la lettre A, on va vers la lettre P, puis on reste sur la lettre P, puis le L, puis le E. Et ce qui fait que votre main, elle fait des mouvements comme ça. Et en fait, en magie, quand vous faites ça, vous activez un égrégore et en même temps, vous avez une baguette en fait. Et quand vous faites un mouvement avec la baguette magique, c'est pas du flan en fait, c'est que vous activez le nom en fait et le signe. Et quand vous activez le nom, vous formez un signe. Au niveau du branding, en fait, le signe en question, c'est le logo, c'est le logotype. La formule magique, c'est la baseline. Et ainsi, vous créez un égrégore. Donc, quand vous faites un séminaire dans une entreprise pour co-construire des valeurs, pour valider votre socle identitaire, vous faites un rituel magique inconscient. Si vous le conscientisez, vous allez le préparer autrement. Vous avez d'autres exemples de rituels qui alimentent l'égrégore dans l'entreprise. Participation à des salons, les réunions de COMEX ou de CODIR, les réunions commerciales, les séances de créativité, les réunions avec les clients, les séminaires organisés pour les clients, le métier de community manager, animateur de communauté. Alors là, on ne s'en doute pas une seconde, mais le community manager, c'est un magicien qui est complètement inconscient de son pouvoir. Il anime la communauté. Et en fait, le community manager, il entretient l'égrégore de la marque produit et son aura attire à la fois des clients et des talents sur la marque employeur. Alors, pourquoi croyez-vous que des sociétés secrètes existent? Ça, c'est aussi un vrai sujet. L'occulte, en fait, société secrète, c'est l'occulte. L'occulte, ça veut dire ce qui est caché. Et bon nombre de secrets traversent les siècles à travers des communautés qui sont elles aussi secrètes. Pourquoi? Parce que avoir conscience de l'égrégore, qu'on crée un égrégore quand on anime une entreprise, en fait, ça nous donne un pouvoir immense. Il y a un monsieur qui est alchimiste aujourd'hui qui s'appelle Göran Steinas, qui travaille pour des très grosses entreprises, qui fait des prestations de marketing
parce que quand vous revisitez un logo, vous pouvez avoir un poids immense. Vous avez des symboles comme la fleur de lys, par exemple, qu'on retrouve régulièrement. Le lion, vous avez chez Peugeot, vous avez chez plein de marques. Ça va véhiculer un égrégore. L'égrégore du lion va nourrir l'égrégore de la marque. Et pour conclure, ma volonté avec ce que je viens de vous partager, c'est de mettre à vos dispositions un état de conscience qui va vous donner beaucoup plus de puissance à votre entreprise et à vos marques. Je m'arrête là. Merci pour votre écoute. Merci Fred. J'espère que vous avez vibré comme moi j'ai vibré en écoutant Frédéric, parce que j'ai toujours l'impression quand je l'entends qu'une demi-heure ne suffit pas clairement pour transmettre tout ce qui peut se transmettre derrière la quantique. Merci beaucoup. Je prends le relais du coup je vais redescendre un peu en énergie, un peu de vibration, Fred. On va plutôt parler justement de cohérence identitaire et d'organisation. Et vous allez comprendre le lien avec ce que Fred vient de vous transmettre par rapport justement à cette identité quantique et à ce fameux égrégore. Donc, j'ai envie de commencer en fait par vous transmettre déjà juste quelques notions d'identité. L'idée, c'est pas de faire un cours théorique sur l'identité, c'est plutôt de toucher du doigt, d'aborder ce que ça implique finalement, cette fameuse cohérence identitaire derrière cette identité de marque. Alors, l'identité, si on parle d'identité individuelle, alors je vais peut-être partager mon écran si vous me dites si vous le souhaitez, ou sinon je continue comme ça. Hop là. Alors, la notion d'identité, en fait, si on s'attache à la notion d'identité individuelle, un individu, il va se distinguer des autres et en même temps, il va être le même à travers le temps et l'environnement. C'est-à-dire que vous allez être à la fois vous, donc je suis par rapport aux autres, par rapport à l'altérité, et je suis aussi par rapport à moi-même. Et ça relève finalement de la notion de connaissance de soi. C'est effectivement une notion ontologique c'est aussi la notion d'être, la notion d'égalité, mais aussi ça nous renvoie à ce questionnement d'alignement par rapport à la cohérence identitaire. Ce qui est intéressant dans l'identité, c'est que si on se pose la question de l'identité collective, que renvoie finalement une organisation, et quand Fred vous parle d'égrégore, finalement, on parle d'identité collective parce que ça va être la reconnaissance d'une somme d'individus rassemblés autour de cet égrégore. Et finalement, cette identité collective, elle va devenir une construction sociale unifiante, rassemblante, ou pas. Lorsqu'on parle aussi d'identité quantique, justement, finalement, cette identité quantique, et là, c'est très important de le comprendre, c'est que dans la notion de quantique, la notion de temporalité, elle est différente de celle que nous, on est formaté dans notre quotidien avec le temps. C'est-à-dire que dans la notion quantique, le temps n'existe pas. Le temps présent, passé, futur est le même dans l'inconscient collectif. Et vous allez comprendre derrière tout l'enjeu justement de cette cohérence identitaire et de cet inconscient collectif qui va cumuler une certaine masse d'énergie dans les organisations et qui va être porté aussi potentiellement par vos marques. Donc c'est vraiment là que j'ai envie de vous emmener avec Fred, c'est que quand on va parler de cohérence identitaire, finalement, c'est justement d'un alignement entre les signaux que votre organisation, votre marque va émettre et les signaux qui vont être perçus par ceux qui vont les recevoir. Et ces signaux, alors je me permets juste de regarder les participants parce que j'ai une personne qui souhaiterait nous rejoindre en live. Pardonnez-moi, donc je ne le vois pas. Hop, je reviens. Alors, si vous regardez, si on se donne une définition du mot cohérence, c'est hyper intéressant parce que cohérence, finalement, c'est attaché ensemble. Ok, donc c'est le code ensemble et le erré. Je me suis d'ailleurs, quand j'ai voulu jouer avec ce mot cohérence et en me disant, finalement, quand on se retrouve à être dans une incohérence identitaire, ça veut dire qu'on va être perdu ensemble. Donc, d'où l'importance de l'identité d'une marque et d'une entreprise. Si on devait donner une définition finalement de l'entreprise, de l'organisation, c'est un écosystème vivant complexe qui va rassembler des hommes et des ressources guidées vers une intention commune. Alors, l'importance de cette clarté d'intention, c'est aussi cette réflexion où on souhaite vous amener avec Fred, parce que dans un égrégore identitaire, c'est finalement la question du sens
de la mission vers lesquelles vos collaborateurs, le fondateur, quelle que soit la taille de votre organisation, de votre entreprise, de votre équipe, quel est le sens derrière cette mission qu'ils vont faire, qui vont se lever tous les matins, qui vont envoyer des signaux positifs, inclusifs de cette marque, de cette mission d'organisation. Alors finalement, la question de la cohérence identitaire, est-ce que ce serait justement cet alignement entre les vibrations et les signaux tangibles et intangibles, conscients et inconscients, renvoyés à la fois par vos collaborateurs, mais aussi par vos clients, parce que par définition, l'entreprise est formée d'un écosystème qui va être à la fois client et collaborateur. Business partner aussi, parce que je pense du coup à mes fournisseurs en supply. J'ai alors une question pour vous derrière cette notion de confiance et de conscience. D'après vous, quelle est la différence entre l'identité et l'image? On fait souvent l'amalgame entre l'identité et l'image. Fred vous en a donné déjà un bon aperçu justement de cette fameuse image. Donc, très, très rapidement, en fait, l'image, c'est la façon dont votre entreprise, votre marque va être perçue par les individus, collaborateurs et, encore une fois, externes. Et l'identité, c'est l'image que vous souhaitez renvoyer, percevoir. Donc, c'est hyper important parce que lorsqu'on va commencer à aller sur l'alignement, justement, enfin, la cohérence identitaire, c'est l'alignement entre cette identité et cette image. Pour pouvoir s'interroger là-dessus, j'avais envie justement de vous partager quelques marques qui moi, me sont venues, mais il y en a vraiment beaucoup. Il y a pléthore de marques aujourd'hui. Tu en as beaucoup cité, Fred, et je te remercie. Si je vous parle du groupe Auchan, si je vous dis Auchan, si je vous parle de Tony Robbins, de Microsoft, d'Apple, de Leroy Merlin, du groupe Seb, du groupe Sony, de Nikon. Okay, il y a un tas de marques. Il y a aussi des petites marques qui sont portées souvent par leurs fondateurs. Est-ce que vous avez, la question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un alignement entre l'identité, donc c'est-à-dire que la volonté des fondateurs, de ceux qui portent cette marque, est-ce qu'il y a un alignement entre l'intention qu'ils envoient et l'image qui est perçue? Je vais vous épargner évidemment la réflexion aujourd'hui, mais c'est aussi là-dessus que je souhaite vous amener lorsque vous allez vous-même vous interroger par rapport à votre propre marque, encore une fois, quelle que soit la taille de votre structure. Je vais vous raconter une histoire. Alors, l'histoire je pense que la marque va vous venir, en tout cas j'espère. L'histoire d'un jeune homme de 14 ans, on est dans les années 50, qui est passionné de médecine douce, naturelle, médecine par les plantes, qui à 14 ans en fait perd son père et qui lui a transmis, en l'occurrence, son père était herbier, et qui lui a transmis tout cet amour de la terre, de la nature et des sciences botaniques. Alors cet homme crée son premier produit, qui est d'ailleurs une pommade contre les hémorroïdes. On est encore dans les années 50, encore une fois, dans le grenier de la maison familiale. Aujourd'hui, cette boîte, c'est une boîte qui a 13 500 collaborateurs, qui a plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur les 2 dernières années, qui a une ambition à N+3 d'atteindre 3 milliards. Cet homme, en fait, qui est fondateur de la boîte, que vous avez peut-être reconnu, a été porté en fait par une mission qui était beaucoup plus grande que lui, ce que Fred a exprimé tout à l'heure, qui était effectivement de mettre au service du plus grand nombre, finalement, toutes les ressources naturelles et végétales. Quand vous rentrez dans l'histoire de cette boîte, que vous avez peut-être tous reconnue, c'est Yves Rocher. Si vous allez dans l'histoire de cette boîte, il y a des dates clés. Donc, je vous parle des années 59. Cet homme perd son père. En hommage à son père qui lui a transmis finalement tout cet amour de la terre, il va créer son premier produit et là, il est porté par quelque chose d'encore plus grand que lui et probablement même inconscient. En 76, cette boîte, donc, il y a des parts de la boîte qui sont reprises par le groupe Sanofi. Donc Sanofi, qui probablement à l'époque se retrouvait dans les valeurs et il y a eu une déperdition de valeur dans les dernières années. Cet homme, en 94, il perd son fils qui avait repris en fait la boîte. Il perd son fils, donc très brutalement. Vous imaginez que dans les années 94, dans les fin 90 du coup, vu que c'est une boîte familiale qui est en Bretagne, ça a probablement été un drame à la fois pour cette famille, mais aussi pour les collaborateurs.
qui se sont sentis intégrés qui se sont probablement sentis… il y a un vrai sentiment d'appartenance par rapport à la boîte. Il perd son fils et en fait, il se trouve que son petit-fils, donc le fils de son fils, son petit-fils à l'époque a à peine 16 ans et donc son fils quitte l'école, apprend auprès de son grand-père et aujourd'hui, son fils a repris les rênes quand son grand-père est décédé en 2009. L'histoire, elle est incroyable parce que finalement, on se retrouve dans une répétition de schémas. Il y a aussi une histoire de transmission, de valeurs, mais c'est aussi une vision qui est portée depuis les années 50 par cet homme, donc Yves Rocher, voire même probablement par son grand-père, par l'arrière-grand-père de Brice Rocher aujourd'hui, de mettre au service du plus grand nombre les ressources naturelles et végétales. Et en fait, c'était un visionnaire parce qu'aujourd'hui, si vous observez l'histoire de cette boîte, elle aurait pu péricliter, clairement. Elle aurait pu se retrouver à côté de la plaque avec le tournant majeur des grosses boîtes de cosmétiques, etc. Et pourtant, elle est en train de connaître un essor fulgurant. Elle fait partie des marques préférées des Français. Elle fidélise ses clients, elle fidélise ses clientes. Et aujourd'hui, il y a plus de 50 millions de personnes qui suivent cette marque de près. Pourquoi ? Parce qu'elle porte des vibrations depuis le départ qui sont transmises, retransmises, probablement à la fois par les fondateurs, les managers, les collaborateurs et jusqu'aux clients. Je pense que vous voyez là où j'ai envie de vous amener. Alors, l'identité de marque, elle va être portée par 3 éléments constitutifs. Le visuel, le message et le comportement. Le visuel, c'est effectivement l'association à l'image, ce que Fred fait formidablement bien. Le message, c'est la communication, c'est le contenu du message, c'est le contenant du message et c'est qui va porter le message. Votre message, il va être porté par votre écosystème à 360. Donc, d'être en conscience du message qui circule au service de votre marque, je pense que c'est un premier élément de prise de conscience. Et le dernier élément constitutif, c'est le comportement. Le comportement des hommes à l'intérieur de votre organisation, à commencer par le fondateur et les comportements de vos clients. Ces comportements-là, ce sont des premiers éléments qui vont pouvoir, derrière, réajuster votre identité de marque. C'est-à-dire que vous allez soit renvoyer des signaux pour pouvoir ancrer ces comportements, soit vous allez renvoyer des signaux différenciants pour créer de nouvelles vibrations et réajuster les vibrations. Alors, derrière cette notion d'identité de marque, je vous ai parlé de conscience, mais aussi de confiance. Parce qu'effectivement, ce qui est fondamental pour qu'une marque perdure, soit pérenne, c'est de générer une reconnaissance identitaire. Alors, j'ai parlé de collaborateurs qui ont besoin de sens et d'une mission plus grande qu'eux pour pouvoir avancer, trouver du sens chaque matin, se lever, bouger, faire avancer votre boîte, faire avancer votre marque, porter votre marque. Mais qu'est-ce qui va faire que finalement les consommateurs vont se reconnaître dans votre marque? Qu'est-ce qui font que les consommateurs, les clients vont impulser l'acte d'achat? C'est à la fois, c'est l'émotion, d'accord? C'est ce qui va chaque être humain, nous mettre en mouvement, mais c'est aussi la reconnaissance identitaire. Une notion qui est fondamentale, c'est que notre cerveau, il est clanique. Il a besoin de se sentir appartenir à une organisation, une entité, une marque, un nom, peu importe, mais il a besoin de se sentir appartenir à quelque chose de plus grand que lui. Et ça, quels que soient les individus auxquels vous adressez. Si on se met à personnifier la marque d'entreprise, si on imagine que derrière, parce qu'on parle d'une entreprise comme étant un système vivant, si la marque de votre entreprise, elle devient un être humain, un système vivant, imaginez tout ce dont elle a besoin pour survivre. Parce que notre cerveau va fonctionner aussi de façon à il est tourné vers le futur, c'est-à-dire qu'il va toujours avancer dans une notion de survie. Donc, cette reconnaissance identitaire, Fred vous en a parlé tout à l'heure, elle va être portée à la fois sur les valeurs, la vision, les missions, les codes, le nom, la politique RH, les intentions, le style de management, les modes collaboratifs et les comportements. Ça va, vous me suivez? Je ne vais pas trop vite? Ouais. Donc, si on part d'un postulat du coaching d'organisation, c'est que l'entreprise fonctionne comme un système vivant, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, je vais bouger un peu comme ça, voilà. Comme un système vivant et qui a un niveau de conscience et une psyché, donc un inconscient.
Donc là, vous allez me suivre. Lorsqu'on parle d'inconscient collectif, on va finalement s'attacher à la résonance de votre marque. Je vous ai parlé de cette histoire d'Yves Rocher, parce que derrière cette marque, c'est toute une histoire. C'est une histoire familiale, c'est une histoire humaine, c'est une histoire de drame, mais c'est aussi une histoire d'action au service d'une mission plus grande que lui. Donc, la résonance de votre marque, elle va porter toute une énergie. Je vous ai parlé tout à l'heure de conscient et inconscient. Parce que c'est une masse d'énergie qui va circuler au sein de votre marque, à travers votre marque, qui va être portée par l'histoire de votre entreprise, ce qu'on appelle l'historicité, qui va être portée par l'histoire c'est la somme des conscients et des inconscients individuels. Je m'explique, c'est-à-dire que votre marque, votre entreprise, elle va être portée à la fois par les inconscients individuels de chacun de vos collaborateurs, de chacun de vos clients, de chacun de ceux qui vont être en observation, donc faire vivre votre marque. Ils ont chacun une propre histoire, avec des peurs, avec des ambitions, avec des valeurs, avec des rêves, avec des faiblesses, avec des points de vulnérabilité et avec une intention, une mission. Et toute cette somme d'inconscient individuel, elle va former une somme d'inconscient et de conscient collectif. Donc, c'est ce qu'on va appeler la psyché collective dans l'organisation. Et c'est fondamental d'être en conscience de cette psyché collective, justement pour pouvoir travailler sur votre résonance et votre levier de cohésion. Donc, derrière, quand vous êtes en conscience de ce que votre organisation, votre marque renvoie en termes de résonance, c'est fondamental aussi d'identifier justement les marqueurs de confiance. Alors, les marqueurs de confiance, j'avance en même temps. Les marqueurs de confiance, ce sont vous qui allez les déterminer, à la fois au niveau des marqueurs individuels, mais aussi des marqueurs collectifs. Collectivement, ça peut être par exemple des modes de gouvernance différents, des modes de travail différents, un espace spatio-temporel que vous allez mettre en place. C'est aussi évidemment les vibrations que votre marque va renvoyer. Est-ce que vous avez quelles sont les vibrations que votre marque va renvoyer pour que vos collaborateurs, le fondateur et les clients se reconnaissent dans cette marque? Alors, derrière cette notion de résonance, qu'est-ce que vous observez depuis plusieurs années au sein des entreprises? On en a parlé tout à l'heure, il y a des changements de paradigme, il y a une demande de sens, de renouveau humaniste aussi. Vous avez des personnes qui vivent de plus en plus de burn-out, vous avez de plus en plus de déperdition identitaire, qu'elles soient individuelles et collectives, d'où les enjeux de connaissance de soi. Et finalement, qu'est-ce que votre marque apporte aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle rapporte en réponse à ces nouveaux paradigmes? Si vous allez sur le processus de backcasting, demain, donc le backcasting, c'est lorsque vous allez vers l'idéal de votre situation, l'idéal de votre marque, l'idéal de votre intention, l'idéal de votre mission. Vous allez écrire finalement l'histoire idéale de votre marque pour pouvoir répondre à tous ces nouveaux paradigmes-là. Donc, en résonance à ce que Fred vous a transmis, rien ne se perd, tout se transforme. Et finalement, le vrai questionnement sur lequel je vous renvoie, c'est derrière votre marque, derrière votre intention de marque, pour pouvoir amener une cohérence identitaire et un alignement entre les messages que vos collaborateurs, les managers, le fondateur aussi va renvoyer et la façon dont ils vont être perçus par l'écosystème extérieur, c'est de travailler sur une vraie connaissance de vos potentialités, des ressources de votre marque, des ressources qui sont aussi inhérentes à votre histoire, parce que l'histoire d'Yves Rocher, telle que je vous l'ai racontée, c'est une histoire qui vibre, parce qu'il y a une mission derrière qui a probablement fait réveiller tous les collaborateurs, même dans des moments probablement très compliqués. C'est de ramener finalement derrière cette notion d'identité, et c'est ma conclusion, une réponse aux enjeux de conversion et d'engagement derrière l'attractivité en employeur. Voilà ce que j'ai essayé d'aller vite au niveau du timing. Alors, sur le dernier point par rapport à l'attractivité employeur, mais je pense que vous l'aviez compris aussi par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport à ce que Fred vous a transmis, c'est qu'il y a deux dynamiques qui entrent en jeu et qui se nourrissent mutuellement. Vous avez une concentration d'énergie qui est orientée vers l'intérieur et qui est portée par vos clients. Et vous avez un mouvement d'expansion vers l'extérieur qui est porté par vos collaborateurs. Si vos collaborateurs vont se retrouver dans une notion d'enfermement, d'environnement sclérosé, votre marque va se retrouver dans un enfermement et elle va péricliter.
Si par contre, vos collaborateurs vont pouvoir maintenir justement ce sentiment d'appartenance, vont toujours trouver une porte de sortie de survie au sein de votre organisation, au sein de votre marque va porter des vibrations, va justement monter son taux de fréquence vibratoire. Voilà ce que j'avais envie de vous partager avec Fred. J'espère que je ne suis pas allée trop vite. C'est vrai que souvent, quand je suis portée par ce sujet, je n'arrive pas toujours à baisser de fréquence. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si ça vous a parlé, si c'est trop abstrait pour vous, je prends aussi. Alors, je vais juste finir ici. Alors, on voulait conclure avec Fred justement sur un atelier formation en ligne encore, que l'on organise le 29 octobre prochain, qui va être beaucoup plus justement pratique parce qu'on va vous faire bosser aussi sur vos propres enjeux individuels et collectifs si vous êtes des entrepreneurs ou des directions RH et marketing. Fred, je vais te laisser partager derrière le programme détaillé. Je voudrais juste rappeler en fait que cette formation, elle est d'ici le 29 octobre de 15h30 à 18h30, que le tarif était 247 par personne et que par contre, vous avez un early bird parce que si vous vous inscrivez avant le 30, le tarif est de moins de 200 €. Alors, sachez que cet atelier qui va être vraiment pratique puisque c'est vous qui allez intervenir sur différents leviers que Fred va vous partager derrière. Nous le mettons en place également en mono-entreprise. N'hésitez pas à nous contacter. On peut aussi intervenir en individuel si vous vous sentez plus à l'aise pour justement co-construire avec vous votre marque, toute l'histoire de votre marque et pouvoir comprendre vos enjeux encore plus en profondeur que cet atelier-là qui va déjà être assez constructif normalement. Alors justement, après cette formation, normalement, la formation du 29, vous allez pouvoir concevoir un diagnostic de cohérence et de performance. Vous allez comprendre la fréquence de résonance de votre marque. Vous allez pouvoir identifier aussi élaborer votre stratégie de marque, donc de naming, ce que Fred vient de vous dire. Je peux vous dire qu'il est juste génial. La façon dont il le fait est juste géniale et percutante. Vous allez pouvoir aussi identifier et réinjecter la confiance au sein de votre organisation parce que vous allez vous appuyer sur vos forces. Et je dis tout le temps, investissez sur vos forces et non pas sur vos faiblesses. Remettre sur orbite votre attractivité employeur et puis modifier l'état vibratoire de votre marque. Fred, je te laisse terminer par le programme détaillé. Est-ce que tu peux juste montrer la slide, s'il te plaît? Je le fais tout de suite. Merci. Donc, oui, lors de cet atelier formation, on développera, l'idée c'est de développer plus en longueur ce qu'on a vu ce matin. Donc, sur le sujet de l'identité et sur le sujet du naming, je vous partagerai aussi ma méthodologie de création de nom de marque. Ensuite, il y aura un atelier pour construire justement le socle identitaire, donc travailler sur les vision, valeur, mission, ambition, ce qu'on a vu tout à l'heure en théorie. Donc, commencer déjà à phosphorer sur ça. Et puis Anna travaillera avec vous sur le côté plus résonance de l'organisation, sur les sujets qu'elle a évoqués sur sa partie. Je voulais dire quoi? Si ça me reviendra. Ensuite, on fera un deuxième atelier où là, on sera vraiment sur un sujet de naming. Donc là, ce sera un atelier ludique. Oui, c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'on peut être sur de la création, mais on peut être aussi sur de la refonte. C'est-à-dire que vous pouvez avoir envie ou besoin de créer un nouveau nom pour un nouveau produit, un nouveau service ou une nouvelle entreprise, mais vous pouvez aussi vouloir faire évoluer l'existant. Voilà. En marketing, on appelle ça le rebranding. Voilà. Et donc là, on sera vraiment sur un exercice ludique où on va vraiment utiliser des techniques de magie d'égrégore pour faire du marketing. Quelque chose de très, très concret. Et puis, troisième atelier, où là, ce sera Anna sur comment on met en musique tout ça après, justement. Voilà, c'est vrai qu'Anna, elle va être plus dans le collectif sur la mise en résonance, en fait, dans l'organisation, pour que tout ça soit transmis et opère avec l'intelligence collective. Et puis, un temps d'échange sur vos problématiques individuelles en fin de formation. Sachant que tout ça, ça dure 3 heures. Donc, ce n'est pas sur une journée. On a voulu un format court, en fait, d'une demi-journée aussi parce qu'on peut aller plus loin en individuel derrière.
Je te laisse le mot de la fin, Anna. Merci Fred. Alors, est-ce qu'on vous a tous gardés avec nous ou vous en avez qui sont partis? Parce que c'est vrai que c'est un sujet, c'est un pari fou qu'on a pris avec Fred de transmettre cette façon finalement un petit peu, cette approche un peu innovante pour un sujet qui nous préoccupe tous et toutes, que ce qu'on soit entrepreneur ou organisation de taille supérieure. Mais c'est la performance, mais c'est aussi la pérennité en fait, de vos marques. Et c'est le vrai enjeu. Si je boucle le questionnement de départ, c'est en 2030, combien d'entreprises vont exister? Combien de burn-out vos collaborateurs auront eu? C'est combien de transformations votre boîte aura vécu? Voilà, c'est finalement tout cet enjeu-là qui va être porté par cette stratégie de marque qu'on avait envie de vous tester aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, que ça a percuté pour vous, ça a résonné. N'hésitez pas à mettre un pouce comme ça si vous êtes OK, ou un pouce comme ça si c'est pas clair, ou comme ça si ça va pas du tout. Et puis, encore une fois, on reste en contact. On va vous libérer parce qu'il est déjà 12h10. Si vous avez vraiment des questions là c'est trop fort, il faut que ça sorte, eh ben, allez-y, partagez-les dans la conversation. Sinon, évidemment, on est en contact, on est joignable et n'hésitez pas. D'accord? Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à tous. Passez une belle journée. Alors, j'ai pas tous vu vos pouces. Laura, Jana, attendez, je reviens. Hop, voilà. Yes. Okay. Merci beaucoup. Prenez soin de vous, surtout, c'est l'essentiel. Parce que rappelez-vous que c'est votre taux vibratoire qui va faire en sorte que ça bouge autour de vous. À bientôt. Merci. Bonne journée à tout le monde et à bientôt. Au revoir. Merci.